Seul de ces 4 amis passionnés d'aviation, j'ai pu réaliser notre rêve commun en devenant pilote militaire. Moulin fut tué comme sergent d'infanterie en 1915. Chapuis et Dumas, mes camarades de la promotion 1913 de l'ECL, ayant brillamment fait la guerre dans le génie et l'artillerie, en terminant tous 2 lieutenants. Entre-temps, mon frère Ariste, Saint-Cyrien de 1905, avait en 1911 demandé à servir dans l'aviation et obtint son brevet militaire de pilote en 1912. Dès qu'il fut affecté à l'escadrille MF-20, basée sur l'aérodrome de Bron, où se côtoyaient en 1913 pilotes civils et militaires, j'en profitais pour recevoir le baptême de l'air. Je me souviens encore des 2 impressions de ce premier vol. La première, la sensation d'immobilité dès que l'avion a pris de l'altitude, et l'impression de vitesse à l'atterrissage, bien que le Maurice Farman ne dépassait guère 80 km/h à l'approche du sol. Bien entendu, je ne rêvais plus que d'aviation, et passais immédiatement à Bron un examen pour être incorporé dans l'aviation pendant mon service militaire. En raison de mon faible poids, je fus ajourné en 1913, et alors que la plupart de mes camarades étaient déjà sous les drapeaux, j'étais encore civil à la déclaration de guerre en août 1914. Je cherchais à m'engager car mon frère François, plus jeune que moi, était incorporé en septembre 1914, mais on me répondit qu'étant ajourné, il fallait attendre et passer un nouveau conseil de révision en octobre. J'étais toujours poids-plume, malgré ma taille, et le matin du conseil, j'avalais un gâteau de riz de 2 kg pour gagner un peu de poids. Bref, sur le désir dont je fis montre devant le conseil de révision, j'obtins d'être déclaré service armé. Au reçu de ma feuille d'appel, j'eus une déception. Je devais rejoindre le 61e régiment d'infanterie à Privas. Mon frère Ariste était au front, mais je me rendis aussitôt vers un de ses amis, le capitaine Fiorellino, qui dirigeait à Lyon l'annexe du service de fabrication de l'aviation. Je lui montrai mon ordre d'appel et l'attestation de l'examen passé l'année précédente. « Ne vous en faites pas, me dit-il, je vais téléphoner au ministère et j'arrangerai la chose. » Il faut dire qu'en 1914, l'officier aviateur le plus élevé en grade était le commandant Barès, et un capitaine avait alors son mot à dire. Je partis donc pour Privas, puis à Chomerac, où fut cantonnée ma compagnie, où je commençais mes classes, et un beau jour, le 10 janvier 1915, au rassemblement du matin, le capitaine Césari lut en particulier dans l'ordre du jour « Le soldat Gignoux est affecté au 2e régiment d'aviation à Bron et rejoindra aussitôt. » Les camarades me traitèrent de pistonné, mais sans jalousie, car à ce moment-là l'aviation était considérée comme une arme dangereuse. J'arrivai donc le lendemain au fort de Bron, où se rassemblaient les affectés à l'aviation, dans une pagaille innommable. Au rassemblement du matin, on avait l'impression qu'il était procédé à l'appel des absents, un homme sur 2 répondant. 2 jours après mon arrivée, je fus désigné pour partir en escadrille. Encore une visite au capitaine Fiorellino, qui téléphona au commandant du groupe de Bron. On ne peut faire partir au front un jeune soldat qui n'a pas fait au moins 3 mois de classe. Et finalement, grâce à sa bienveillance, il me prit pour mes 3 premiers mois de service dans l'établissement qu'il dirigeait, dont j'ai parlé plus haut, le SFA, comme dessinateur. C'est là que j'ai fait la connaissance de mon ami René Fiche, dont le père, qui s'occupait de finances, avait beaucoup connu mon père à la bourse de Lyon. Nous avions un peu honte, Fiche et moi, de rentrer coucher chez nous tous les soirs, et dès que nos 3 mois de service furent accomplis, nous obtînmes de Fiorellino de quitter le SFA pour le front. Une circulaire ministérielle autorisait les jeunes appelés à rejoindre leurs frères dans une unité combattante. Or, le lieutenant Ariste Gignoux, pilote, et le sergent Fiche, mécanicien, se trouvaient à l'escadrille MF-20. Nous fûmes donc affectés à cette escadrille. Monsieur Fiche père nous accompagna en train jusqu'à Paris. C'était mon premier contact avec la capitale. Et après une nuit à l'hôtel du Louvre, nous nous embarquâmes à la gare du Nord, pour Villers-Bretonneux, où se trouvait la MF-20, et nous arrivâmes dans la matinée. Au moment où le train entrait en gare, nous eûmes, Fiche et moi, un petit choc. Un avion allemand, un Taube, type d'appareil utilisé par les Allemands depuis le début de la guerre, qui survolait la région, était canonné par la DCA, dont les flocons blancs le poursuivaient dans le ciel. Nous nous regardâmes, mi-amusés, mi-craintifs. C'était notre premier contact avec la guerre. Nous fûmes fort bien accueillis à l'escadrille.
Je fus affecté comme second mécanicien de l'avion de mon frère Ariste, guidé dans ce nouveau métier par son fidèle Radig, qui lui était très dévoué depuis longtemps. J'avais ainsi l'occasion de faire quelques vols après révision, ce qui naturellement m'enchantait, et la vie s'écoulait sans heurts, car pour le personnel au sol, ce n'était vraiment pas la guerre. Entre autres souvenirs de cette période, je me rappelle de la venue à l'escadrille d'un aviateur déjà célèbre, Jules Védrine, qui avait participé avant la guerre à de nombreuses manifestations d'aviation, et en particulier à Paris-Madrid. Védrine, d'origine modeste, était d'un abord très simple. Il tutoyait les mécaniciens comme il trouvait naturel de l'être lui-même. C'était déjà la camaraderie de l'aviation. Védrine pilotait alors le meilleur avion de chasse français de l'époque, le Morane Saulnier monocoque de 110 chevaux, muni de dispositifs de tir à travers l'hélice inventé par Garros. Il était donc détaché à l'escadrille 20 pour assurer la défense aérienne du secteur. Mais s'il accomplit plusieurs missions spéciales dangereuses, consistant à déposer des espions en territoire ennemi, il n'aimait pas beaucoup le combat aérien. J'ai assisté plusieurs fois pendant les quelques 3 semaines qu'il passa à l'escadrille au même scénario. Védrine est à côté de son appareil, couché sur la piste, entouré des mécaniciens. À l'horizon apparaît un avion ennemi qui se dirige sur Villers-Bretonneux. Nous lui disons « Allez, on te met en route !» Et il répond « Patience, patience, j'attends qu'il soit plus près. » Lorsque l'avion allemand est au-dessus du terrain, il se décide à partir. Mais le temps de prendre de l'altitude, il ne peut bien entendu approcher rapidement de l'avion ennemi. Et il revient atterrir quelque temps après en nous disant « Je l'ai poursuivi, mais il a piqué dans ses lignes. » Rien à faire, quel malheur. Combien de fois ne lui avons-nous dit de décoller de suite, ce qui certainement lui aurait permis, étant donné les qualités du Morane Saulnier, d'engager un véritable combat, et avons-nous dû nous contenter d'entendre « Patience, patience !» De ce séjour à Villers-Bretonneux, je garde aussi le souvenir d'un des électriciens, le Riche, le frère du grand chirurgien lyonnais, qui prenait à 11 heures du matin sur la piste le communiqué officiel du GQG, transmis par la Tour Eiffel, en morse, avec un poste à galène. Bien entendu, cette vie facile et exempte d'intérêt commençait à me peser, et je n'eus bientôt qu'une idée, apprendre à piloter ces merveilleuses machines. Aussi, après un stage de quelques mois, je déposais au bureau de l'escadrille une demande de pilotage. Mais le capitaine Massol, commandant la MF-20, la transmettait en indiquant qu'il estimait que le soldat Gignoux ne lui semblait pas avoir la santé suffisante pour faire un pilote. Et bien entendu, la demande était stoppée. Il est vrai qu'avec mes 52 kilos pour 1,80 m, je ne donnais pas une impression flatteuse de ma santé. Mais en août 1915, mon frère Ariste, le capitaine Gignoux, fut nommé commandant de l'escadrille. Ma demande fut transmise avec avis favorable, et 8 jours après, j'étais affecté à l'école d'Avord, en qualité d'élève pilote. J'y arrivai le 5 septembre 1915. À la gare, je trouvai un camarade qui, comme moi, était passionné d'aviation et qui avait fait de nombreuses demandes d'élève pilote. Pinault, c'était le nom de ce camarade, en était à sa 13e demande, qui par bonheur pour lui avait réussi. Je me souviendrai toujours qu'en arrivant au camp d'Avord, nous nous regardâmes effarés. Venant comme moi d'une escadrille du front, Pinault avait l'habitude de voir observer une rigoureuse discipline de piste pour le décollage et l'atterrissage des avions, alors que nous assistions à un carrousel aérien d'avions tournant dans tous les sens. Nous nous sommes demandé avec inquiétude comment il ne se produisait pas d'incident avec cette indiscipline. Pendant les quelques 70 jours que j'ai passés à l'école d'Avord, nous avons perdu 22 camarades. Mais je reconnais qu'il ne s'est pas agi de collision aérienne, mais bien du fait qu'on poussait l'entraînement des élèves pilotes très rapidement et que leur manque d'expérience causait souvent leur perte. J'eus pour ma part la chance d'être affecté à la division Lafay, division Maurice Farman. J'avais demandé à être breveté sur ce type d'avion utilisé à l'escadrille MF-20. Lafay était un merveilleux moniteur qui donnait immédiatement confiance à ses élèves. Après m'avoir installé au poste avant du pilotage du Maurice Farman, ce poste comportait simplement un ciseau à 4 poignées, les 2 poignées supérieures étant allongées vers l'arrière pour que le moniteur puisse les prendre en main par-dessus les épaules de l'élève. Les pédales étaient doublées, et il me dit « C'est toi qui vas décoller. Tiens simplement la commande de profondeur bien droite dans tous les sens, ça ne risque rien. » Et de fait, c'était facile. Lafay ne reprenait les commandes que pour l'atterrissage. On conçoit que dans ces conditions, l'apprentissage était rapide. De fait, arrivé le 6 septembre, je fus lâché le 17. Ce jour fut malheureusement marqué par l'accident d'un de mes camarades de notre division.
Au lieu d'utiliser son casque, cet élève s'était coiffé de son képi. Il commit la faute de se pencher au dehors. Le képi fut emporté par le vent, et le malheur voulut caper par l'hélice. Il la fit éclater. Notre camarade manqua d'expérience, ne coupa pas immédiatement le contact. Le moteur, qui tournait à plein régime, se mit à vibrer violemment et fut arraché de son berceau. Le moteur fut retrouvé à 200 mètres de l'avion, qui s'était écrasé au sol, entièrement déséquilibré. Après avoir obtenu mon brevet militaire sur Maurice Ferman et avoir été perfectionné sur Voisin, je fus affecté à la division Voisin de bombardement du Bourget, qui recevait les pilotes venant des écoles. Nous pilotions alors des avions de guerre avec des observateurs qui commençaient aussi à apprendre leur métier, et nous nous entraînions à des exercices de navigation et d'atterrissage en campagne. Bref, nous étions prémunis contre tous les risques que comportait l'existence d'un pilote d'escadrille. J'étais encore très inexpérimenté, et je me souviens qu'au cours d'un circuit de 40 km autour du Bourget, mon moteur s'arrêta brusquement, pour la simple raison que le mécanicien n'avait pas fait correctement le plein d'essence. Je choisis un premier terrain pour atterrir, mais j'avais trop de vitesse, je l'effaçais. Et comme heureusement les prés se succédaient aux abords de la Marne, je me posais sans incident dans un autre terrain un peu plus loin.